Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Contre-Pressing avec aujourd'hui un épisode spécial sur l'Olympique de Marseille. Et pour ce numéro, je suis avec Tom Courteau, journaliste Beansport et spécialiste du club olympien. Salut Tom. Salut Nico, merci pour l'invite. Bah ouais, on va essayer d'être assez complet sur toute la première partie de saison des Marseillais. Un Marseille qui est finalement là où il voulait être, je pense, en Ligue 1. Comment tu juges le bilan olympien après un peu plus de 3 mois de compétition, sachant que l'OM est pour le moment troisième, à 2 points de la tête du RC Lens. Ton avis déjà sur globalement ce début de saison en Ligue 1? En Ligue 1, je pense qu'on peut dire que l'OM est dans les temps de passage. Clairement, avant le début de saison, le board olympien, via Mehdi Benassia, avait annoncé que l'objectif c'était de se qualifier en Ligue des Champions tous les ans. Pour l'instant, tu es dans les temps de passage. Après, effectivement, tu qu'à un point de Paris, tu es à 2 points de lance du leader. Donc, tu es dans les temps de passage. Maintenant, je pense qu'on peut quand même dire qu'il y a parfois un peu de frustration en Ligue 1. Il y a des résultats qui ont été quelque peu frustrants. Tu as des matchs nuls à domicile face à Angers, face à Toulouse, qui t'ont fait perdre des points. Il y a des résultats comme la défaite face à Lens, là-bas où tu avais la possibilité déjà à ce moment-là de prendre la tête du championnat de France et tu n'as pas réussi à concrétiser. Il y a des défaites à l'extérieur, face à Rennes, face à Lyon. Ouais, tu as des résultats qui sont frustrants. Après, ça reste positif dans le sens aussi où tu vois du beau jeu. Je pense que les supporters de l'OM, aujourd'hui, peuvent être très contents de voir du jeu offensif. Avec 35 buts marqués, l'OM c'est la troisième meilleure attaque des 5 championnats majeurs, juste derrière le Barça et le Bayern. Donc clairement, il y a de l'amélioration dans le jeu par rapport à la saison dernière. Tu vois du jeu offensif, tu vois des buts. Les supporters de l'OM prennent du plaisir en voyant leur équipe sur le terrain, je pense. Et donc tu es dans les temps de passage, tu es bien. Maintenant, effectivement, tu as un peu de frustration et puis tu as eu du mal à concrétiser les occasions quand tu avais la possibilité de prendre la place de leader. Et je pense que c'est pour ça que tu es que troisième. Oui, après 14 journées, d'ailleurs, on se faisait la réflexion avant le tournage du podcast. Marseille, en fait, a exactement le même bilan que l'année dernière en Ligue 1, c'est-à-dire qu'après 14 journées, il y a 9 victoires, 2 nuls et 3 défaites, mais il y a la Ligue des Champions en plus dans les pattes, ce qui change quand même pas mal de choses. Et donc, on peut dire que même si, au niveau comptable, on est exactement sur ce qui a été fait la saison passée lors de la première année de Roberto De Zerbi, en jouant 5 matchs de plus de Coupe d'Europe, forcément, c'est, on va dire, un plus grand exploit de faire le même nombre de points cette année que l'an dernier. Euh, Après, sur la saison de Marseille et la suite du parcours à venir, quel est le principal adversaire de l'OM? Certains supporters se rêvent du titre. Du côté de Marseille, évidemment, on reste très prudent. Il y a Lens qui n'était pas du tout attendu à ce niveau-là, qui est leader. D'un autre côté, il y a des formations qui déçoivent comme l'AS Monaco. Quel est le principal adversaire de l'OM pour la suite de la saison? Est-ce que c'est Paris? Est-ce que c'est Lens? Est-ce que c'est Marseille lui-même? C'est une bonne question, hein. Moi, je pense que c'est plutôt l'OM le propre adversaire de l'OM finalement. Parce que quand tu regardes les résultats on est un peu plus du tiers du championnat, quasiment à la moitié. Finalement, tu as des défaites face à des équipes qui sont censées être moins fortes que toi, Rennes, Lyon, en tout cas des équipes qui réalisent des moins bons débuts de championnat. Mais surtout, tu perds toi-même des points en fait. T'as pas forcément besoin que Paris fasse une excellente saison pour être troisième. Moi, je sais pas ce que tu en penses, moi je trouve qu'on a quand même une Ligue 1 qui est d'un niveau plutôt moyen cette saison. Il y a des équipes qui déçoivent. Le fait de voir une équipe de Lens qui est une bonne équipe, mais pas non plus un rouleau compresseur, je trouve. Le fait de les voir leader du championnat de France, le fait de voir que Paris est un peu à la traîne et n'est pas leader incontestable comme chaque année, je trouve qu'on a une Ligue 1 d'un niveau assez faible. Et clairement, je pense que si Paris n'a pas de soucis avec son effectif, normalement, Paris est dans une autre catégorie par rapport à l'OM, donc on peut même pas trop considérer Paris comme un adversaire direct de l'OM. Effectivement, c'est soit Lens, l'adversaire de l'OM, soit Marseille lui-même. Et moi, je trouve que sur les résultats de la première partie de saison, t'as des résultats qui sont parfois décevants et qui t'empêchent vraiment de concrétiser cette première place. Et t'as pas forcément besoin d'avoir un adversaire direct ultra fort pour te mettre des barrières dans les roues. Ce qui est très similaire entre Lens et Marseille, c'est que finalement le RC Lens est dans la même position que l'OM l'an dernier, c'est-à-dire sans Coupe d'Europe à jouer.
Et bah forcément, ça facilite pas mal la vie à Pierre Sage et à son équipe. Et du coup, Marseille doit aussi composer avec cette Ligue des Champions, on va y venir, qui prend de l'énergie. On ne sait pas trop quel est l'objectif de Marseille dans cette Coupe d'Europe. La victoire contre Newcastle, elle est évidemment importante au classement, ça a permis à l'OM de se replacer, 21e pour le moment de la phase de groupe. Mais à quel prix en fait cette victoire contre Newcastle? Parce que s'il y avait eu défaite ce jour-là au Vélodrome, certainement que l'aventure européenne aurait été quasiment terminée pour l'équipe de Roberto De Zerbi. Et là, en fait, finalement, en gagnant ce match, tu t'obliges quasiment à continuer à viser la qualification pour les barrages. Ouais, je pense que t'as raison, le résultat face à Newcastle, c'est un peu un piège. Je pense que on le verra à l'issue de la phase de groupe. Je pense que le vrai match pivot de cette Ligue des Champions, en fait, c'était la défaite à domicile face à l'Atalanta. Parce que clairement, si tu prends les 3 points, comme tu es censé le prendre face à un adversaire qui est quand même plus faible que toi sur le papier, en plus tu es à domicile, si tu avais pris ce résultat-là, cette victoire et ces 3 points, je pense que ça aurait été plus du tout la même chose. Et d'ailleurs, je pense aussi que l'OM a pris les 3 points face à Newcastle parce qu'ils ne l'avaient pas pris face à l'Atalanta, parce qu'ils étaient du coup dans une position où ils avaient quasiment plus rien à perdre entre guillemets, même si tu avais encore la possibilité de te qualifier. Donc clairement, comme l'a dit Roberto De Zerbi, tu n'es pas encore une équipe prête à jouer 3 matchs par semaine. L'OM perd des plumes à la fois en Ligue des Champions et à la fois en Ligue 1. Tu as des résultats, notamment la défaite face à Lens et le nul face à Toulouse. Ils interviennent dans des semaines où il y a eu des matchs de Ligue des Champions. Les résultats pour l'instant en Ligue des Champions, ils sont contrastés parce que tu as des matchs dans lesquels tu as eu comment dire, tu as vraiment été performant. Je pense voilà, la rencontre au Real Madrid, tu as été très bon dans le jeu, même si bon, tu as une entame qui est très difficile. Après, tu réussis à te réveiller. Tu as eu le début de match face au Sporting où la première mi-temps, tu es vraiment dans le match. Et après, tu es coupé par des erreurs individuelles, le rouge d'Emerson qui est stupide. Tu perds des points bêtement en Ligue des Champions qui font que t'es pas encore une équipe, je pense, vraiment prête pour jouer cette compétition-là. En fait, comme tu l'as dit, tu es passé d'une saison un peu sans transition où tu jouais pas du tout de Coupe d'Europe à une saison où tu joues directement la Ligue des Champions et la phase de poule. C'est peut-être un enchaînement qui a été un peu compliqué pour les joueurs de Roberto De Zerbi. Il faut dire aussi qu'il a changé pas mal son effectif entre la saison dernière et la saison actuelle. Je pense que tu n'es pas encore une équipe prête pour jouer et pour avoir un solide niveau en Ligue des Champions. Maintenant, tu es encore dans les clous. Comme tu dis, tu es 21e sur 24. Pour l'instant, tu es qualifié pour l'étape d'après. Le match suivant, c'est face à l'Union Saint-Gilloise, qui est derrière toi au classement, mais avec le même nombre de points. C'est clairement le match décisif. Tu vas jouer chez eux. Là, il faut prendre les 3 points. Il n'y a plus de calcul. Il n'y a pas à réfléchir. Tu es obligé de prendre les 3 points si tu veux continuer à espérer une qualif. Mais du coup, est-ce que selon toi, l'OM est obligé cette saison là, est-ce que ça doit être un objectif de se qualifier dans ce top 24 ou, comme l'a rappelé finalement Mehdi Benatia récemment sur RMC, lui, ça ne fait pas partie des objectifs qu'on lui a donnés, ça ne fait pas partie de la feuille de route obligatoire imposée par Franck McCourt. Et donc finalement, que Marseille aille en barrage ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer peut-être que tu vas prendre un peu plus d'argent. Ça, c'est important, effectivement. Mais finalement, Marseille ne gagnera pas la Ligue des Champions cette année. On peut quand même être à peu près d'accord sur ça. Même à court terme, dans les 2-3 ans, c'est pas du tout dans le plan de marche. Et donc, à part jouer 2 matchs de plus et de prendre un peu plus de force, est-ce que, pour la Ligue 1, par rapport à la Ligue 1, est-ce que jouer le top 24, oui, ok, mais à quoi bon ensuite? Ouais, je pense que déjà, rien que pour l'image du club, c'est important de se qualifier dans les 24. Je trouve que le nouveau format de la Ligue des Champions, il est quand même favorable à une qualification parce que tu as plus d'équipes qui vont se qualifier pour un tour plutôt que des équipes qui vont être éliminées. Mehdi Benassia a dit il y a 2 jours effectivement sur RMC que pour lui l'objectif c'était pas de se qualifier dans les 24, mais il dit ça maintenant quand l'équipe elle est un peu entre deux, elle est un peu limite au bord du gouffre, donc c'est plus facile de le dire. Maintenant c'est vrai que... Mais ils l'ont jamais annoncé non plus en début de saison, c'est ça le truc. J'avais pas souvenir qu'il l'avait annoncé. Maintenant quand tu regardes le mercato qui a été fait, avec quand même des sacrés investissements, des gros joueurs qui sont arrivés, je pense que finir dans le top 24 c'est le minimum
pour moi que l'OM doit faire, et ça serait vraiment une déception de ne pas finir dans les 24. Bon, maintenant c'est quand même un peu plus réaliste de les imaginer en dehors de ce top-là après les résultats, mais au début de la saison, pour moi ça devait être l'objectif d'être dans les 24. C'est pas un objectif qui est insurmontable. On a vu il n'y a pas si longtemps des équipes comme Brest, Monaco, Brest, Lille, tout le monde est bien passé sûr, la tout saison le monde est dernière. passé, bien sûr. Ouais. Et puis là, dans le top 24, tu as encore des équipes comme Pafos qui y sont. Ça doit être l'objectif pour moi, et tu es censé y arriver. Alors effectivement, tu dis que tu peux perdre des plumes en championnat si tu joues encore quelques matchs. Je pense que quand même l'OM doit se respecter et doit respecter son statut de grand club européen historique, et doit à minima finir dans le top 24 et puis passer un tour. Et puis bon, tu vas aussi faire kiffer tes supporters au Vélodrome, tu vas jouer potentiellement une top équipe. Je pense que c'est bien pour tout le monde, et puis ça va engranger de l'expérience pour les joueurs qui sont peut-être un peu plus jeunes. Ça serait que positif. Si tu termines en ayant été qualifié dans les 24, que tu joues un tour suivant, que tu perds, que tu t'arrêtes là, bon, bah, pour moi, tu auras rempli ton objectif en Ligue des Champions, et puis après, tu pourras tranquillement te concentrer soit sur la Coupe de France, soit sur le championnat. Ouais, la Coupe de France, on va y venir, mais pour finir sur la Ligue des Champions, le fait aussi de jouer ce potentiel, ce potentiel barrage, cette double confrontation, ça pourrait aussi donner beaucoup d'expérience à un groupe qui en a très peu finalement Clairement. en Coupe Clairement. d'Europe, parce que finalement, Mehdi Benatia, il pense évidemment à cette saison, mais il faut aussi réfléchir à ce qui va se passer ensuite. Il a forcément ça en tête. Et déjà, au niveau de la, comment dire, de la visibilité européenne, si tu veux ramener des joueurs Bien sûr. potentiellement la saison prochaine, si tu as joué le top 24, bah déjà ça te donne un peu plus de légitimité pour essayer de recruter de nouveaux joueurs. Et Bien sûr. ça peut quand même changer pas mal de choses pour le mercato, ça peut faciliter la vie aussi pour le Bien pour sûr. le recrutement. Donc moi je trouve que si tu rates cet objectif du top 24, qui est pas un objectif assumé par Ouais, par bien sûr, Marseille, bien et sûr. pourtant il y aura forcément de la déception, parce qu'effectivement le Vélodrome, je pense que les moments où il est le plus chaud, bah, c'est dans ces matchs de Ligue des Champions. On l'a vu, c'était contre l'Atalanta, c'était monstrueux. Si tu le rates, ça peut aussi être une mini cassure en fait Je suis d'accord. pour l'équipe, Ouais, ouais. surtout que des joueurs comme Mason Greenwood, comme Pierre-Emerick Aubameyang, ils sont à Marseille aussi pour jouer ces matchs de Coupe d'Europe, et pas seulement la Ligue 1 et la Coupe de France. Bien sûr, ouais. Mehdi Benassia, il a un projet à crédibiliser, à la fois pour les acteurs extérieurs du club, pour pouvoir, comme tu dis, faire venir de meilleures personnes dans le staff, de meilleurs joueurs. Il a besoin de crédibiliser son projet aussi aux yeux de Roberto De Zerbi. Il a besoin de montrer que le projet de l'OM est viable. Roberto De Zerbi aussi, lui, il a à crédibiliser tout un projet. Et effectivement, moi je suis d'accord. Ils n'ont pas annoncé d'objectif en Ligue des Champions, mais l'objectif, ça doit être de terminer dans le top 24. Et pour moi, ce serait un échec que de ne pas y finir. Ça doit être l'objectif de l'Olympique de Marseille, de terminer dans ces 24, de passer au tour suivant, de jouer le barrage. Après, quand tu es au barrage, il va se passer ce qui se passera si tu y es. Tu n'es pas, pour moi, dans l'obligation de le gagner, parce que tu vas tomber sur une équipe qui sera tout aussi bonne, voire meilleure. Donc si tu termines déjà dans le barrage, que tu as un match un peu sympa au Vélodrome, où tu donnes un peu de plaisir à tes supporters, tu auras déjà rempli pour moi la mission. Après, tu pourras te concentrer sur le championnat, qui est quand même l'objectif majeur, et annoncé de terminer au moins dans les 3 premiers. Je pense que en championnat, l'objectif, ça doit être de terminer deuxième derrière Paris, si Paris arrive à se reprendre dans la saison, et de raccourcir le delta qu'il y a entre toi et le PSG. Et effectivement, bah, comme on a dit, l'objectif en Ligue des Champions, c'est le top 24, et après, rien d'autre, quoi. Sinon, c'est de l'échec. L'an 2 de Roberto De Zerbi à Marseille, on va essayer de se concentrer un peu plus sur le coach italien. Est-ce que pour toi, l'OM est en progression par rapport à la saison dernière? Alors dans les résultats, on l'a dit depuis le début, finalement, oui, il y a forcément du mieux. Il y a des défaites la saison dernière qui avaient été très douloureuses, notamment contre Auxerre. Est-ce que l'OM est en progression pour toi sur cette deuxième année de Roberto De Zerbi sur le banc olympien? Il y a de la progression, clairement. Il y a surtout de la progression dans le style de jeu. Je trouvais que l'année dernière, on peinait à voir la patte de Roberto De Zerbi s'installer. On avait vu quelques brives en début de saison, le tout premier match de la saison à Brest, le match à Reims à domicile, où je me disais, ok, là on voit la patte de Zerbi. Et après, elle s'est estompée petit à petit. Et puis, je trouvais quand même que l'année dernière, on s'ennuyait plus quand on regardait l'OM que cette saison, où là, pour le coup, on voit un jeu plus direct, plus offensif. L'équipe marque plus de buts. Donc, il y a de la progression dans le jeu.
parce que aussi l'effectif est plus intéressant. On l'a dit, on en discutait avant l'émission, on regardait les compos de l'OM en début de saison l'année dernière. Tu avais une colonne vertébrale, Brassier, Ismaël Koné, Wai. En fait, ce sont des joueurs qui sont restés 6 mois à l'OM, qui ont été 3 flops, sur lesquels normalement Roberto De Zerbi devait capitaliser et devait construire son effectif. Aujourd'hui, l'équipe, elle n'a plus aucun rapport. Tu as pu recruter des joueurs de haut standing comme Pavard, Aguerd, Aubameyang. Ça a quand même changé beaucoup de choses. Tu as aussi des recrues qui sont, que tu n'attendais pas forcément à ce niveau-là, mais qui sont super intéressantes. Je pense à Timothy Weah et Emerson, qui a un niveau que moi, perso, j'attendais pas du tout. Donc, je pense qu'on peut déjà dire que le mercato estival, il est réussi. On n'a pas encore parlé de Vermeuren, on en parlera peut-être après, qui est aussi une des réussites du mercato. Roberto De Zerbi a une meilleure équipe, donc il est dans le devoir de réussir une meilleure saison et de produire à la fois plus de jeux et avoir des résultats qui sont plus convaincants. Pour l'instant, tu as les mêmes résultats que la saison dernière, même si tu joues avec des champions. Il y a du mieux dans le jeu, il y a du mieux dans la patte de Zerbi. Maintenant, je pense qu'il y a des matchs que tu dois prendre et que tu n'arrives pas à prendre et où tu as des résultats qui sont décevants. On l'a dit, le match nul face à Angers, face à Toulouse à domicile, qui sont des matchs que tu n'es pas censé, où tu n'es pas censé concéder un résultat négatif. Tu as aussi 3 défaites. En fait, finalement, quand tu regardes le calendrier de l'OM, tu n'as pas eu un premier tiers de saison très très compliqué. Et quand tu es tombé face à des équipes qui sont cohérentes, on l'a dit, Rennes, Lyon, Lens, et bah à chaque fois tu t'es incliné. Et c'est quand même un point noir pour moi sur ce début de saison. Alors oui, tu as la victoire face à Paris, tu as la victoire à Strasbourg, tu as la victoire face à Nice, même si Nice, bon, c'est une équipe qui est en difficulté, mais tu avais quand même un gros succès à l'extérieur avec plus de 5 buts marqués. Euh, Il y a du mieux dans le jeu. Maintenant, je pense que dans les résultats, il faut encore passer un cap et savoir prendre des points dans des matchs pivots. Et pour l'instant, l'OM n'est pas leader du championnat alors qu'il aurait pu l'être et aurait dû l'être devant Lens. Donc pour moi, il y a quand même une part de déception là-dedans. Roberto De Zerbi, on regardait ça avant l'émission, c'est 19 compos différentes cette saison en 19 matchs. C'est ça. Ça montre que déjà le coach italien tâtonne encore, qu'il n'est pas aidé évidemment par les nombreuses blessures qui ont jonché pour le moment le début de saison de Marseille, celle d'Aguerd notamment, Gouiri qui débutait la saison presque comme un titulaire. Bien sûr, ouais, il Ça, partait on comme l'a titulaire. totalement oublié, qui est Clairement. aujourd'hui alors blessé, et puis même s'il n'était pas blessé, de toute façon, ça serait le choix numéro 3 en attaque derrière Aubameyang et Robinho Vaz. L'Italien, on sait déjà, même quand ça marche bien pour Marseille, n'est pas toujours content de la Ouais, façon exactement. dont son équipe joue. Exactement. Tu sens qu'il est toujours, il est jamais totalement satisfait d'un match, ce qui est plutôt une bonne chose, hein. Ça veut dire que on le connaît de toute façon, Roberto De Zerbi, c'est un coach ultra pointilleux sur les détails, qui veut toujours faire mieux et plus. Où est-ce que Marseille doit s'améliorer selon toi, que ce soit tactiquement, dans la physionomie des matchs, dans la façon d'appréhender certaines rencontres? Tu l'as dit, si on compare l'OM à Lens, qui est peut-être pour l'instant son rival en Ligue 1, il y a une différence qui est notable, c'est que Lens a son 11. Lens a son équipe type. Pierre Sage, il a trouvé sa compo, il a trouvé son dispositif. Et Roberto De Zerbi, il n'a pas encore trouvé sa formule. Il tâtonne entre un système à 3 derrière, un système à 4. Souvent, il change son milieu de terrain. En fait, c'est marrant parce que il y a quand même pas mal de blessés, tu l'as dit. Il y a des blessés en attaque avec l'absence de Gouiri, il y a des blessés en défense avec l'absence de Medina, de Aguerd. Et pourtant, malgré ça, le registre de jeu où il tâtonne le plus, où il a plus de mal à trouver sa compo, c'est au milieu de terrain, là où finalement tu as tout ton effectif qui est disponible. Et en fait, il change souvent de système. Un coup, Højbjerg joue, un coup, O'Reilly joue, un coup, il y a Vermeuren, un coup, il y a Nadir. Il n'a pas trouvé la formule et je pense que ça se ressent dans les résultats parce que tu as du mal à avoir de la cohérence. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'a pas trouvé encore la bonne formule ou est-ce qu'il est tout le temps en train de s'adapter à l'adversaire? C'est une bonne question, mais effectivement, comme tu l'as dit en conférence de presse, il est constamment en train de remettre en cause, son style de jeu. Il est constamment il remet constamment en cause les résultats malgré que son équipe
elle soit allée chercher la victoire avec plusieurs buts. Notamment après Nice, par exemple. Notamment ça avait été Nice, assez choquant de le voir réagir comme ça Clairement. en conférence de presse. Enfin, ça avait étonné quand même pas mal de monde à l'époque. Bien sûr, et c'est quand on regarde les conférences de presse de Roberto De Zerbi, c'est constamment comme ça. Malgré les victoires, il va tout le temps être perfectionniste, il va tout le temps aller chercher les petits détails qui ont manqué, malgré qu'il y ait une victoire avec plusieurs buts d'écart. Je pense qu'il doit encore il doit encore trouver sa patte, et il doit encore trouver son 11 type. Ou alors peut-être qu'il n'a pas du tout envie, qu'il est tout le temps dans l'adaptation et qu'il se dit je vais adapter mon milieu de terrain par rapport à telle équipe. Moi je pense qu'il doit y avoir de l'amélioration dans la gestion mentale des rencontres. Je pense que typiquement le match nul face à Toulouse, c'est parce que tu es dans une fin de match où tu sais que les 3 points sont ultra importants pour le championnat, et tu craques en fin de match parce que tu as du mal à gérer la rencontre mentalement. On n'a pas encore évoqué, mais c'est vrai que tu as un trio entre Longoria, Benassia et Roberto De Zerbi qui est assez explosif et qui est parfois très, voire trop sanguin. On l'a pas trop vu sur ce début de saison, il y a de l'amélioration, mais l'année dernière ça a été parfois très ou trop excessif. Ça ressemble ça ressemble à l'identité de l'Olympique de Marseille. Parfois c'est peut-être un peu exagéré et c'est peut-être nocif à la fois pour le groupe et pour le club. Et je pense qu'il y a du mieux à aller chercher sur l'aspect mental, notamment par rapport aux décisions arbitrales qui sont peut-être pas forcément tout le temps dans le sens de l'OM, mais tu dois outrepasser ces décisions et tu dois te concentrer sur le résultat et sur ce qui se passe sur le terrain et sur ce que tu peux contrôler sur le terrain. Et je pense qu'effectivement, il doit y avoir de l'amélioration sur l'aspect mental, et après, tu seras peut-être plus dans le confort pour aller chercher le résultat, et tu seras peut-être plus dans le confort pour installer la tactique que tu as envie de mettre en place. La bascule pour Roberto De Zerbi, on a l'impression ces dernières semaines, c'est ce match contre l'Atalanta Bergame, où là, on sent que le coach italien a décidé sa compo à 3 défenseurs derrière. Il a pris la feuille, il l'a déchiré. Maintenant, on a le sentiment qu'il va vraiment se concentrer sur ce passage à 4 derrière. Est-ce que pour toi, c'est la bonne décision? Est-ce que ça peut être bénéfique à Marseille? Est-ce que finalement, c'est pas une bonne chose aussi de pouvoir s'adapter en fonction des adversaires et des rencontres? Ou est-ce que comme Lens ou le Paris Saint-Germain, il faut essayer d'être toujours sur la même feuille de route, de jouer toujours avec la même tactique? Alors, les idées pour le coup restent, mais essayer d'avoir toujours cette même base, surtout défensive. Roberto De Zerbi, c'est un coach qui est innovant et qui se veut innovant. C'est un des rares coachs qui a été adoubé par Pep Guardiola et qui considère que le coach italien est un des meilleurs tacticiens au monde et qui va révolutionner la tactique dans le foot. Tu penses que Roberto De Zerbi va être aussi jugé? Moi je pense on peut passer, mais sur la Coupe de France. Je voulais en parler parce que je pense que moi Roberto De Zerbi va être jugé sur sa capacité à ramener un trophée à Marseille à un moment ou à un autre, que ce soit cette saison, la saison prochaine, potentiellement la saison après s'il est encore là. La Coupe de France, le tirage au sort a eu lieu cette semaine, 32e de finale, ça sera à Bourg-Péronas. La dernière fois que l'OM a gagné la Coupe de France, c'était en 1989. Est-ce que l'OM doit faire de cette Coupe de France un réel objectif dans sa saison, ou est-ce que on va rester sur du classique, tout miser sur le championnat, la 2e place, voire la 3e, assurer la qualification Ligue des Champions, et puis on repoussera le problème sur la saison suivante? Ouais, non, je pense que clairement la Coupe de France, ça doit être un objectif pour l'OM et pour Roberto De Zerbi. Comme tu dis, ça fait depuis 89 que l'OM n'a pas gagné une Coupe de France. Entre-temps, et puis on n'a même pas besoin d'aller très très loin pour voir des équipes d'un standing inférieur à l'OM qui ont réussi à prendre la Coupe de France. Je pense à Toulouse, je pense à Nantes. C'est une anomalie qu'un club comme l'OM, qui a remporté 10 fois le trophée, c'est une anomalie que ce club-là ne l'ait pas plus remporté, et surtout sur les dernières années. Et puis comme tu l'as dit, il y a des éliminations qui ont parfois été choquantes. On n'a pas besoin d'aller très loin pour voir une saison où tu arrives à battre le PSG de Messi et après être incliné face à Annecy à domicile. Je pense que l'OM a une revanche à prendre en Coupe de France et doit stopper l'hémorragie et réussir à avoir une vraie saison complète avec un parcours en fait juste à la fois honorable et à la fois au niveau de ton standing, et arrêter de se faire éliminer par des clubs d'un standing parfois inférieur. Et il faut réussir à avoir un parcours honorable, et effectivement ça doit être un objectif pour De Zerbi et son équipe. Ils ont l'effectif pour aller chercher la victoire, parce que tu es capable d'éliminer Paris sur un match sec, et puis après je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes en France qui sont capables
t'affronter. D'être supérieur à l'homme sur 90 minutes. Clairement. Et ça doit être un objectif. Maintenant, est-ce qu'ils vont réussir à le faire cette saison? Je ne sais pas. Mais il faut qu'il y ait de l'amélioration et il faut qu'il y ait un parcours au moins honorable et au moins atteindre, je pense, le dernier carré. Ce serait un minimum pour l'OM. Il y a la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive, qui sera d'ailleurs à suivre en direct et en exclusivité sur beIN Sport. C'est aussi, je trouve, quelque chose qu'a réussi Mehdi Benatia depuis qu'il est arrivé. Il le rappelait encore récemment, lors de sa prise de fonction, il y a eu la CAN juste après. Il y avait 11 joueurs de Marseille qui avaient été concernés par cette CAN. Là, il n'y en aura que 2. Il y aurait pu en avoir 3 avec Gouiri, mais qui est blessé et qui ne pourra pas la jouer. Il n'y a que Aguerd finalement et Aubameyang qui pourraient ne plus être là. Aguerd avec le Maroc, Aubameyang avec le Gabon. Il y aura aussi le retour de Medina, prévu normalement pour la fin de l'année, donc qui pourrait remplacer numériquement Naïef Aguerd. Quel impact aura la CAN pour toi sur la saison marseillaise? Parce que mine de rien, même s'il ne manquait à la rigueur que juste Pierre-Emerick Aubameyang, finalement c'est ton 9 titulaire. Robinho Vaz, il a été testé quelques fois en attaque, souvent d'ailleurs associé à Aubameyang. Est-ce que seul en pointe pour 2, 3, a priori max 4 matchs pour Marseille sans Aubameyang, ça peut être un frein, ça peut être un test aussi pour les Olympiens? Clairement, comme tu l'as dit, il y a une bonne gestion à ce niveau-là par rapport aux saisons précédentes. Tu vas pas forcément perdre beaucoup de joueurs, tu vas juste en perdre 2, mais qui sont 2 titulaires et 2 tauliers de ton vestiaire et de ton équipe. L'absence d'Aguerd, elle va peut-être être plus facilement remplaçable. Comme tu dis, Aubameyang, ça va être un peu plus compliqué à remplacer dans la mesure où Gouiri est pas rétabli et pas disponible pour le moment. Tu vas devoir faire avec Robinho Vaz, que je trouve plus intéressant en sortie de banc qu'en tant que titulaire. D'ailleurs, je crois qu'il a rarement été décisif quand il était dans le 11 de départ. Je trouve que lui et Bilal Nadir, c'est 2 joueurs qui sont pas au même poste, mais qui sont plus des impact players et que je trouve plus performants en sortie de banc que quand ils startent. Ça va être un challenge pour Roberto De Zerbi de trouver la formule en attaque sur cette période-là. De toute façon, là, je vois pas d'autre solution que de titulariser Robinho Vaz, donc il va falloir que le petit prenne ses responsabilités et arrive à être décisif en tant que titulaire. Et c'est ce qu'on va lui demander, c'est ce qu'on va attendre de lui, et ça va être intéressant parce qu'il va engranger les minutes, il va engranger l'expérience. On va le voir sur des matchs de Ligue des Champions. Franchement, ça va être très intéressant, ça va être un beau challenge à voir ce qu'il va être capable de faire. Et puis ça peut apporter à moyen terme une réelle concurrence à Aubameyang finalement, qui là a les coups des franches, on va dire, dans le 11 de départ. Tu sais que a priori, voilà, sauf si De Zerbi veut faire tourner, Aubameyang il sera tout le temps, il sera quasiment tout le temps aligné en attaque. De toute façon, De Zerbi n'a pas énormément de choix. On peut imaginer très bien que Robinho Vaz marche très bien pendant cette période-là de la CAN, et puis au retour d'Aubame, en fait, là, ça peut changer finalement la dynamique de la saison du jeune attaquant de Marseille, quoi. Et il y a vraiment, je pense, un ticket à prendre, parce que tu peux pas de toute façon imaginer que tu vas continuer toute la saison comme ça avec Aubameyang qui sera titulaire à tous les matchs et qui aura le même rendement et qui se blessera pas, parce que ça peut aussi arriver si on surutilise trop le Gabonais. Ouais, ça peut arriver. Après, je pense que dans l'esprit de Roberto De Zerbi, au début de saison, le titulaire c'était Gouiri. Je pense que c'est comme ça que ça avait été annoncé. C'était au moins un bis au même niveau qu'Aubameyang. Donc le retour de l'Algérien va faire beaucoup de bien à Roberto De Zerbi quand il sera apte à jouer. Et puis je pense qu'il reprendra une place de titulaire une fois qu'il sera 100% rétabli, à moins qu'Aubameyang continue à empiler les buts comme il le fait, parce qu'on a quand même vu que, notamment face à Newcastle, qu'il était capable à lui tout seul de changer une rencontre et puis de te rapporter 3 points décisifs en Ligue des Champions. Moi je trouve que tu as un cocktail qui est intéressant entre la jeunesse de Gouiri, le fait que ce soit un joueur qui est déjà performant en Ligue 1, mais qui a développé et qui doit engranger l'expérience en Ligue des Champions. Bon, malheureusement, il n'a pas pu le faire sur la première partie de la saison. Et un Pierre-Emerick Aubameyang, qui est un joueur qui, parfois dans les matchs, va avoir un peu de mal parce qu'il a quand même un certain âge. Mais quand il est à son niveau et quand il est bien dans le match, il peut te changer une rencontre à lui tout seul. Effectivement, tu as une hiérarchie qui est plutôt bien établie entre Gouiri, Aubameyang et Robinho Vaz. Et je trouve bien le fait que Roberto De Zerbi laisse du temps de jeu à Robinho Vaz, et puis qu'il le laisse s'exprimer, et puis qu'il le fasse quand même pas mal jouer pour un jeune joueur de son âge. Sur cette période-là, Robinho Vaz va avoir pas mal de
de temps de jeu à engranger et il va avoir un rôle à jouer dans la saison de l'OM et il est déjà pas mal décisif, il a déjà marqué pas mal de buts sur la première partie de saison donc clairement on va compter sur lui du côté du Bordeaux Olympien et on va essayer de faire en sorte qu'il soit dans les meilleures conditions pour remplacer du mieux possible Aubameyang sur la CAN et remplir un rôle de titulaire à temps plein. Il y a un joueur qu'on n'a pas toujours mis dans les bonnes conditions à Marseille depuis son arrivée, c'est Arthur Vermeuren. On voulait faire un focus sur le milieu de terrain belge qui a été autant de fois titulaire en Ligue des Champions cette saison qu'en Ligue 1. Il a été 3 fois titulaire en Ligue 1 seulement et il a aussi 3 titularisations en Ligue des Champions. On rappelle qu'il est prêté avec option d'achat, que Marseille pense, en tout cas Mehdi Benatia pense très sérieusement à activer cette option d'achat de 20 millions d'euros. Le Belge, tu vas peut-être me contredire ou pas, mais il a, je trouve, un profil assez unique dans l'effectif olympien. C'est-à-dire que ce que lui fait, finalement, il n'y a que lui qui est capable de le faire dans cet effectif. Et on peut presque regretter un peu que Roberto De Zerbi a mis du temps en fait, à comprendre ça. Là, je pense que l'Italien, entre guillemets, s'est fait une raison et se dit, bah oui, je vais vraiment m'appuyer sur Vermeuren. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là pour le Belge le jeu de Marseille avec ou sans Vermeuren, en fait, ça a strictement rien à voir. Clairement, ça n'a aucun rapport. L'équipe, elle est totalement transcendée quand lui joue. Je pense pour moi, comme pour la fanbase marseillaise, l'utilisation de Arthur Vermeuren, c'est vraiment un mystère. On ne comprend pas vraiment ce que Roberto De Zerbi veut. Je pense qu'il n'est pas forcément arrivé avec un statut de titulaire, mais maintenant il a rapidement été performant. J'ai l'impression quand même que les résultats positifs de l'OM sont liés à sa titularisation ou alors à son temps de jeu. Il prend de plus en plus de place dans le 11 titulaire et c'est de mieux en mieux pour le jeu de l'OM. Maintenant, on a vu qu'il a joué jusqu'à Toulouse. Il avait joué les 3 dernières rencontres titulaires et puis il n'a pas joué face à Toulouse et finalement, tu n'as pas réussi à t'imposer. Donc c'est un peu un mystère cette utilisation. J'ai l'impression que Roberto De Zerbi, il est parfois un peu trop dur avec Arthur Vermeuren. Alors est-ce qu'il y a des choses à l'entraînement qu'on ne voit pas et que lui voit et où il peut être insatisfait. Maintenant, je trouve que quand il joue, il est vraiment performant et je pense qu'on peut raisonnablement dire que c'est le meilleur milieu de terrain Marseille sur le début de saison. Pour moi, la bonne saison de l'Olympique de Marseille, elle va aussi passer par une bonne saison de Arthur Vermeuren et ça doit être le premier nom que tu coches quand tu fais ta compo au milieu de terrain. Et clairement, je pense que dans les prochaines semaines, il va prendre de plus en plus de place et puis il va monter en puissance et puis il va prendre pleinement son rôle de titulaire dans l'entrejeu. Et pour l'instant, c'est un mystère. Maintenant, je compte sur le Belge pour réaliser une top saison. Je compte sur Roberto De Zerbi pour l'installer vraiment. Et puis lui, il a vraiment une carte à jouer cette saison parce que mine de rien, tu as le mondial à la fin de la saison. Pour l'instant, il joue plus avec les espoirs belges qu'avec la sélection A. Et il a clairement un spot à aller chercher au milieu de terrain. Faut rappeler que même s'il a que 20 ans, c'est un joueur qui était titulaire en Ligue des Champions à 18 ans, qui était capitaine de Antwerp face à Porto et qu'il avait fait un top match où il avait marqué contre le Barça dans la victoire du club belge à l'époque. Donc c'est quand même un joueur qui a de l'expérience malgré son jeune âge. Et puis moi je trouve que c'est une aubaine pour le club Marseille d'avoir un tel joueur. Tu as réussi à l'attirer parce que tu as un enchaînement de son passage à l'Atlético, son passage à Leipzig où c'est des enchaînements un peu ratés où lui il trouve pas sa place. Mais sinon c'est un joueur qui est hors d'atteinte pour le club marseillais et puis c'est le genre de profil que vise de plus en plus Mehdi Benassia, c'est-à-dire des joueurs qui sont à la fois des joueurs qui ont été performants dans le passé mais qui sont à la relance. Lui c'est clairement le cas et il a une carte à jouer sur cette saison à la fois pour son futur à lui, pour son futur en sélection, pour son futur en club et clairement c'est déjà un top joueur et c'est une aubaine pour Marseille d'avoir ce joueur-là à ta disposition avec une option d'achat qui est, comme tu l'as dit, seulement de 20 millions. Je pense que Mehdi Benassia est déjà en train de travailler sur le fait de lever cette option le plus vite possible. On termine là sur Mason Greenwood. On n'a pas encore abordé le cas de l'attaquant anglais qui est meilleur buteur de Ligue 1 déjà tout simplement avec 10 réalisations depuis le début de la saison qui était co-meilleur buteur du championnat l'an dernier. Il a quasiment marqué la moitié des buts déjà. Il a fait 21 l'an passé, il est déjà à 10, plus impliqué dans les tâches défensives, peut-être meilleur leader aussi finalement Mason Greenwood dans cette deuxième année aussi pour lui à Marseille. Il fait plus que je trouve remplir les cases. Mason Greenwood, c'est peut-être avec Vermeuren, voilà, les deux meilleurs joueurs de Marseille tout simplement dans l'effectif.
Ouais, Mason Greenwood, c'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille cette saison. L'année dernière, c'était déjà un des meilleurs, mais tu avais quand même un Adrien Rabiot qui était très bon. Là, il n'y a aucun doute que c'est ton leader, c'est ton meilleur joueur, c'est le joueur, c'est ton franchise player en fait, on peut dire. Et son objectif à Mason Greenwood, je pense, c'est clairement de terminer la saison comme, à la fois comme meilleur buteur du championnat de France et à la fois comme meilleur joueur du championnat de France. Il peut aller chercher ce trophée-là. Euh, c'est un joueur qui est comme, un peu comme Arthur Vermeuren. En fait, l'OM est en capacité de le recruter parce que il a une situation qui est compliquée et même si l'OM a peut-être d'une certaine manière un peu vendu son âme pour pouvoir recruter un joueur comme ça et a fait polémique et puis moi je trouve que personnellement c'était un recrutement dont tu pouvais te passer parce qu'on connaît la situation du joueur. Mais s'il n'y a pas toutes ces affaires extrasportives autour de Mason Greenwood, c'est un joueur qui est hors d'atteinte pour l'OM et puis on le voit, il surnage en championnat de France. Moi je trouve que c'est un joueur qui est en progression par rapport à la saison dernière. Il est plus tranchant offensivement, il est plus décisif, on le voit déjà dans ses temps de passage. Et puis parfois en Ligue des Champions, offensivement, il n'y a que lui parce que dans les matchs où Aubameyang n'arrive pas forcément à peser, où Igor Pechao est peut-être en difficulté dans c'est un contre 1 où il n'arrive pas à se montrer décisif. En fait, il y a des matchs, on l'a vu face à l'Atalanta, où parfois Mason Greenwood il est face à 3-4 joueurs, il arrive à sortir de situations où il est tout seul et il arrive à lui-même leader l'attaque marseillaise. Là où je trouve qu'il y a de l'amélioration aussi, c'est sur l'attitude sur le terrain. L'année dernière, Roberto De Zerbi avait été très critique vis-à-vis de ses replis défensifs et trouvait qu'il ne défendait pas assez. Et cette année, je trouve qu'on le voit de plus en plus revenir en défense à la fois pour défendre et à la fois en attaque pour presser la première ligne adverse. Et il y a du meilleur dans l'attitude, il y a du meilleur dans les statistiques, il y a du meilleur dans le jeu. Clairement, c'est le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille et puis c'est l'un des, si ce n'est le meilleur joueur du championnat derrière Ousmane Dembélé. Il y a le mercato qui arrive pour Marseille. Pour toi, c'est quoi les besoins du club olympien là, sur ce mercato hivernal? Est-ce qu'il y a des profils, des postes à cibler, à renforcer en priorité? Ouais, Mehdi Benassa, il en a parlé sur RMC il y a quelques jours. Il a dit que les principales recrues du mercato, ça allait être Medina et Ahmed Traoré, qui ont quasiment pas joué ou qui n'ont pas joué sur le début de saison. Donc tu vas déjà avoir des renforts là. Il y a Gouiri qui va revenir dans cette période de mercato. Euh, pour moi, le renfort principal, ça doit être le recrutement d'un numéro 10. Et c'est ce qui est pour l'instant évoqué dans la presse. On n'a pas beaucoup de rumeurs qui sortent dans la presse française. Une des seules rumeurs, c'est qu'effectivement, ils sont à la recherche d'un numéro 10 et d'un meneur de jeu, ce qui manque finalement ce qui manque à ton effectif et ce qui permet peut-être pas à De Zerbi d'installer complètement le jeu qu'il a envie parce que tu es souvent obligé de jouer soit avec une pointe boss, soit avec deux. Peut-être que Matt O'Reilly il pourrait remplir ce rôle de numéro 10. Maintenant, je trouve qu'il n'est pas performant pour l'instant sur le début de saison et qu'il n'a pas tout à fait les qualités pour jouer comme un numéro 10 que De Zerbi souhaiterait. Alors qu'Angel Gomez aussi pourrait Ouais, potentiellement être une solution ouais, à ce ouais. poste-là, mais pour le coup, Il est trop neutre. l'ancien Lillois, il apporte pas du tout, Il apporte pas. il Pour apporte l'instant, pas non. assez. Et bah, pour moi, c'est peut-être l'une des, C'est la déception ouais, du mercato. c'est l'une des grosses Ouais, déceptions du clairement. côté de Marseille, Angel Gomez. Clairement, ouais, et c'est l'une des déceptions. C'est un joueur qui était censé prendre le lead au milieu de terrain et puis porter le ballon et puis apporter offensivement et peut-être remplir un rôle de leader offensif et peut-être de numéro 10. Mais pour l'instant, il est trop neutre dans son utilisation du ballon. C'est beaucoup de passes latérales. Il n'y a pas forcément beaucoup d'apports dans le dernier tiers du terrain. Donc Angel Gomez, il remplit pas ce rôle-là. Comme tu l'as dit, comme on l'a dit, c'est la déception pour l'instant du mercato estival. Et ça manque, je pense, dans l'effectif d'un numéro 10 qui te permettrait peut-être d'adapter encore plus ton système et par rapport aux autres équipes. On n'a pas beaucoup de rumeurs pour l'instant sur les profils de joueurs. La seule rumeur qui est sortie, mais j'étais pas forcément ultra confiant vis-à-vis de la source, c'était l'ailier du Feyenoord, Hadj Moussa, qui est l'international algérien qui est formé à Lens. Maintenant, je pense que c'est un joueur qui est plutôt hors d'atteinte pour l'OM et qui n'est pas forcément un joueur que tu pourras attirer. Donc pour l'instant, il n'y a pas forcément de rumeurs. On va attendre de voir les retours de blessures et puis peut-être un numéro 10. Ça pourrait être intéressant pour le mercato de l'OM.
Avant de se quitter, on vous rappelle que demain soir, Lille contre Marseille, ça sera en direct et en exclusivité sur les antennes de beIN Sport. Si vous écoutez ce podcast, si vous regardez cette vidéo sur YouTube après ce match, bon, a priori, tout ce qu'on a dit avant, j'espère, sera toujours valide. On espère que ce numéro spécial Olympique de Marseille vous a plu. Merci Tom pour ta participation. Merci Nico pour l'invite, c'était cool. C'était très sympa. Et puis on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Contre-Pressing. Ciao.